Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, les scénaristes de cette série sont allés très très loin puisque nous allons nous voir disparaître. Oui, ni plus ni moins. Nous allons chacun d'entre nous disparaître, nous diffuser dans l'atmosphère. Parce que nous allons regarder un Écossais, alors qui vient à peu près un siècle après Locke, David Hume. Vous avez un texte de Hume à la page 29 du manuel. Bon, le texte est mal choisi parce qu'il est au tout début de la section consacrée à l'identité personnelle. Alors, quel est le problème aujourd'hui et pourquoi nos scénaristes n'ont reculé devant absolument rien? Eh bien, c'est tout simplement qu'avec Hume, nous allons aborder un aspect philosophique assez étonnant. C'est un aspect qui va considérer que tout nous vient de la sensation. Pardon. Nous avons vu avec Locke que Locke va s'opposer à Descartes en disant bah, attention, ce que je sais, je le sais avec et par mes sensations, même si après, bien évidemment, mon intelligence va mouliner un peu, se donner des sensations pour former des idées, des concepts et réfléchir. Bref, avec Hume, on va aller le plus loin possible dans cet empirisme, c'est-à-dire dans le fait que nous ne pouvons savoir que ce que nous donnent nos sensations. Alors, je cite une phrase qui est juste avant l'extrait qui vous est donné dans le manuel. Toute idée réelle doit provenir d'une impression particulière. Toute idée réelle doit provenir d'une impression particulière. Plusieurs choses à noter dans cette petite phrase. D'abord, la notion d'idée réelle. Ça signifie que si nous avons une idée dans la tête, elle est réelle, c'est-à-dire qu'elle dit quelque chose qui serait de l'ordre de la vérité, parce qu'elle va correspondre à une impression, et là le terme est important, particulière. L'arbre que je vois en face de moi, je peux dire quelque chose de cet arbre si et seulement si j'ai une espèce d'impression particulière qui va particulariser cet arbre. Si j'ai juste l'impression d'un arbre, ça ne me dit rien de cet arbre, donc ça ne dit rien du tout, ça n'est pas une idée réelle. Ce n'est pas une idée qui va rejoindre la réalité hors de moi-même. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous avons déjà croisé Hume, c'était au début de l'année, avec un texte que, si ma mémoire est bonne, j'avais donné comme commentaire de texte possible à un DS ou un DM, peu importe, et qui parlait de probabilité. L'autre aspect de Hume, puisque tout n'est qu'impression, eh bien, ma foi, je ne peux pas, en rigueur de terme, atteindre quelque chose qui serait de l'ordre de la vérité. Ce que je peux atteindre, en revanche, c'est une probabilité plus ou moins forte. Et dans le texte que je vous avais donné, souvenez-vous-en, il était question d'un calcul très compliqué que je peux faire une fois. Très bien, je vais valider mon calcul en le refaisant 1, 2, 3, 4 fois pour être sûr que mon résultat est toujours le même. Et Hume dit, bon, il est possible que ce résultat soit le bon, mais je vais quand même demander à des copains de vérifier. Les copains vont vérifier, tombent toujours sur le même résultat, et Hume nous dit, eh bien, il y a une très forte probabilité de l'ordre de 0,9 par exemple, pour que ce soit le bon résultat. Mais en aucun cas, je ne peux dire c'est le bon résultat. Donc, à cette notion de vérité, Hume va substituer la probabilité. Pourquoi? Parce que tout nous vient de la sensation. Et qu'en fait, lorsque je vais calculer, je ne suis qu'en train de modéliser, d'une certaine manière, mes sensations. Et les sensations, n'est-ce pas,
c'est fluctuant. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, il se passe aujourd'hui que nous allons appliquer ça, ce principe de la sensation et de la probabilité, à une entité philosophique qu'on va appeler le moi ou le self, si on utilise le vocabulaire de Locke. Dans le texte que vous avez, page 29, que se passe-t-il? Eh bien, pour ma part, quand je pénètre le plus intimement dans ce que j'appelle moi, je bute toujours sur une perception particulière. Tiens, une perception particulière. Toute idée réelle, je rappelle, doit provenir d'une impression particulière. Donc là, quand je vais essayer de pénétrer dans ce que j'appelle moi, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, on ne sait pas trop où on va, je bute sur des impressions particulières. Et Hume va développer ça. Du chaud, du froid, de la lumière, de l'ombre, de l'amour, de la haine, de la douleur, de la peine, de tout ce que vous voulez. Or, toutes ces impressions sont extrêmement changeantes. Si j'avais une impression particulière, on va dire je prends au hasard, de plaisir. Très bien. Eh bien, je pourrais relier cette impression particulière à une idée réelle. C'est-à-dire, je pourrais dire, eh bien, cette réalité qui a du plaisir, alors qui a du plaisir ou qui est heureuse? Cette réalité qui a du plaisir, c'est-à-dire à laquelle je peux associer la notion de plaisir, cette réalité, je vais l'appeler moi, et c'est une idée réelle, c'est-à-dire que cette réalité que j'appelle moi et qui est reliée au plaisir existe. Et comment ça se passe avec la douleur? Eh ben, je ne peux plus. C'est-à-dire que je vais dire, eh ben oui, il y a un moi qui est une idée réelle, qui est associée au plaisir, et puis il y a un autre moi, une autre entité, alors elle porte le même nom, c'est un peu gênant, on va l'appeler moi 2, qui va être associé à la peine. Et puis il y a un moi 3 qui peut être associé au chaud, un moi 4 au froid, etc. etc., etc. Bien, donc, que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que ce que j'appelle moi, je ne peux le relier qu'à des impressions changeantes, qu'à des perceptions évanouissantes, qui chaque fois s'évanouissent l'une après l'autre, etc. Par voie de conséquence, j'ai bien du mal à avoir une idée réelle. Une idée réelle. D'où la conclusion de Hume, et lorsque je dors, toujours cet exemple du sommeil, lorsque je dors, eh bien je n'ai plus rien. Ah ben ça c'est bête. Ça c'est bête. Pourquoi? Toute idée réelle doit provenir d'une impression particulière. Je n'ai plus d'impression particulière de moi-même. Je ne peux plus avoir d'idées réelles de moi-même, donc ça signifie que je peux bien avoir des tas d'idées, mais ce à quoi elles renvoient, c'est rien. Rien, nada. Si c'est rien, eh bien, ce moi, que je dis être moi, eh bien, il n'existe pas, tout simplement. C'est exactement, quand je dors, c'est exactement comme lorsque je serai mort. Il n'y a rien, puisque je n'ai aucune impression particulière. Alors, c'est quand même assez dérangeant, cette histoire. Mais on ne va pas s'arrêter là. Quelle est la réalité? On va commencer par là. Je suis en train là, de commenter la suite du chapitre dont le petit texte est au départ. Que se passe-t-il pour les autres? Je vais déjà commencer par me dire, avant de me regarder moi-même, ce qui est assez compliqué, je vais essayer de voir ce qui se passe avec les autres. Eh bien, je peux me risquer, dit Hume, à affirmer que les autres hommes ne sont qu'un faisceau ou une collection de perceptions différentes. Et oui, lorsque nous vivons avec quelqu'un ou auprès des autres, etc.,
Chacun de vous, qui est-il pour moi? Eh bien, un ensemble de perceptions différentes, un jour comme ci, un jour comme ça, d'une certaine manière par-ci, d'une certaine manière par-là, etc. Donc les perceptions que j'ai de vous, je dis bien les perceptions, et seulement les perceptions, puisque, encore une fois, pour Hume, où il y a perception, où il n'y a rien. Parce que s'il n'y a pas perception, bah, il n'y a rien à percevoir. Donc il n'y a rien. Donc vous êtes, chacun de vous, une espèce de faisceau. Alors je vais continuer l'idée de Hume. Qu'est-ce qui se passe pour vous par rapport à moi? Eh bien, d'une certaine manière, je recolle les morceaux. C'est-à-dire que je me dis ces perceptions, cette perception-là, qui se transforme pour devenir telle perception, qui se transforme à nouveau pour devenir telle perception pardon, de chacun de vous. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, avec mon imagination, je recolle les morceaux. Et cette espèce de faisceau de collection, un faisceau encore, on peut dire qu'il y a un centre, et qu'il faudrait que j'atteigne ce centre. Mais la notion de collection, c'est exactement ce qu'il y a derrière moi. Vous êtes des livres, des tranches, les unes à côté des autres, et qu'est-ce que je fais moi? Eh bien, je recolle tout ça en disant, bah finalement, bah, vous êtes, chacun d'entre vous, cette collection, alors que je vais ordonner, bah, parce que quand même je réfléchis, que je vais ordonner selon mon imagination. Et rien d'autre. Et absolument rien d'autre. Je ne peux pas me fonder sur un principe unifiant. Par exemple, je ne sais pas, votre corps. Ben non, je ne peux pas me fonder sur ce principe unifiant. Votre corps lui-même est pour moi un ensemble de perceptions. Et cet ensemble de perceptions, je le réduis à l'unité par mon imagination. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour le moi? Eh bien, pour le moi, nous sommes exactement dans la même situation. C'est-à-dire que je vais recoller plus ou moins les morceaux de la perception que j'ai de moi-même, mais encore une fois, on n'oublie pas que cette perception, alors là, elle est encore plus changeante que celle que je peux avoir de chacun de vous. La perception que j'ai de moi-même est peut-être plus fine, peut-être, je dis bien, peut-être plus fine, et donc ces variations infinies de perception, qui peuvent être des variations minimes ou des variations complètes. Je peux passer du désespoir à la jovialité la plus extrême. Et en même temps, la perception que j'ai de moi-même peut être tout modifiée petit à petit, etc., etc. Bon. Mais vous voyez bien que, là encore, qu'est-ce que je vais faire? Si je me règle sur ce que j'ai vu précédemment, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, il se trouve que encore une fois, je recolle les morceaux. Je suis moi-même cette collection pour moi-même. C'est-à-dire que je suis cet homme qui ceci, je suis cet homme qui cela. Alors, ceci et cela peuvent être diamétralement opposés ou au contraire très nuancés. Peu importe. Ce sont des perceptions qui, à chaque fois, sont particulières, mais qui ne renvoient à rien. Et d'où la phrase qui tue, je vous la donne, l'identité que nous attribuons à l'esprit de l'homme n'est qu'une identité fictive. Et voilà. Vous êtes une identité fictive. Je suis pour moi-même, chacun de vous est pour soi-même, une identité fictive. Nous recollons sans cesse les morceaux et nous les recollons, alors, par deux facultés. Nous les recollons d'abord par l'imagination. C'est-à-dire que c'est notre imagination qui fait que nous avons l'impression d'être ce que nous sommes au cours du temps. Au cours du temps, celui que j'étais hier, aujourd'hui, par mon imagination, n'est-ce pas? J'imagine
J'imagine que c'est un et le même, qui hier vous parlait de Locke, qui aujourd'hui vous parle de Hume, et qui demain vous parlera d'on ne sait qui. Les scénaristes ne m'ont pas encore donné le scénario pour demain, donc j'en sais rien. Mais il n'y a pas moi. Moi, je suis dilué, diffusé à l'intérieur de toutes ces perceptions, et finalement, je m'évanouis complètement dans ces perceptions. Bien. Alors, Hume va quand même avoir une petite idée derrière la tête, parce que ce n'est pas, je veux dire, c'est pas tout à fait un imbécile, et il a quand même lu Descartes, il a lu Locke, et Locke de manière assez sérieuse, et Descartes, Locke, il y a quand même quelque chose qui traîne chez eux, c'est cette notion du temps et de la mémoire, parce que à chaque fois, aussi bien chez Descartes que chez Locke, alors chez Locke de manière beaucoup plus nette, beaucoup plus appuyée, mais à chaque fois il y a cette question de la temporalité. Qu'est-ce qui fait que je suis un et le même dans le temps? Dans le temps. Eh bien, Hume va dire, j'ai une mémoire. Mon imagination, ça permet de recoller les morceaux, de faire en sorte qu'une collection puisse être reliée, puisque j'ai des livres quelque part, par ici, j'utilise la métaphore, des pages les unes après les autres, mon imagination va les relier pour en faire un livre. Ce livre, c'est moi. Eh bien, l'autre aspect, c'est la mémoire. Cette mémoire va faire que dans le temps, je peux me dire, tiens, c'est toujours le même bouquin. Bon, il y a des pages qui ont été arrachées, d'autres qui ont été changées, la couverture est plus la même, etc., etc. Mais la mémoire va me dire que c'est toujours le même bouquin que je suis en train de lire moi-même. D'accord? Donc, ce qui fait dire à Hume que la mémoire, à la fois, produit l'identité personnelle, c'est-à-dire ce que je suis, ce qui que je suis, est produit par la mémoire. Supprimer la mémoire, il n'y a plus de moi. Et en même temps, la mémoire révèle, d'une certaine manière, la permanence. Mais la permanence de quoi? De cette entité fictive. C'est-à-dire que la mémoire va révéler que je suis toujours pour moi-même cette identité fictive que je peux postuler. Et Hume dit, à un moment dans le texte, Hume dit, mais si quelqu'un dit que ça existe, je ne peux plus discuter avec lui. C'est possible que ça existe, mais du point de vue de ma perception, je ne peux que postuler cette existence d'un moi. Alors, imagination qui recolle les morceaux, mémoire qui crée cette permanence dans le temps, ça suffit pas. Pour Hume, ça suffit pas. Pourquoi? Parce que il reste que, même si je peux échafauder ce genre de théorie, il reste que la perception que j'ai de moi-même est toujours une perception tellement particulière que je devrais avoir un moi 1, un moi 2, un moi 3, un moi X plus N au infini. Donc il n'y en a pas de moi. Tout simplement, cette notion de moi, souvenons-nous-en, cette notion de moi est une notion fictive. C'est-à-dire que ça n'est pas, et je reviens au début du chapitre, ça n'est pas une idée réelle. C'est-à-dire qu'elle ne renvoie pas à quelque chose qui est. En clair, ni vous ni moi ne sommes. Ah, c'est redoutable. Hein. Ni vous ni moi, nous ne sommes. Et Hume conclut en disant, toutes les questions habiles et subtiles à propos d'identité personnelle ne peuvent jamais être tranchées et doivent être regardées. Alors, on va retrouver Benveniste. Et doivent être regardées comme des difficultés grammaticales plutôt que philosophiques. Là, Locke ne traitera pas cette question. Du point de vue de l'histoire de la philosophie, c'est beaucoup trop tôt pour essayer de comprendre cette affaire-là. Mais dire que les difficultés
créées par l'identité personnelle sont des difficultés grammaticales, ça nous renvoie justement à cette espèce d'instance qui dit je, mais dont on ne peut pas dire quel est son référent réel. Ça, on ne peut pas. Et dans le discours, eh bien, ce je est toujours le je d'un tu, et le tu est toujours un tu d'un je, et renvoie au monde de la troisième personne, qui est le monde apersonnel ou non personnel par excellence. Bon, la fin de cet épisode, nous ne sommes pas. Vous êtes mort, et puis on va peut-être pas en faire trop une histoire. Est-ce que c'est grave de ne pas être de ne pas être un moi, j'entends. Est-ce que c'est grave, ça? Hume va vous dire, non, c'est pas grave. Nous ne savons pas, eh bien, restons dans l'indécision. Et là, nous retrouvons cette vieille sève philosophique qui irrigue à chaque fois la philosophie. Nous retrouvons la sève sceptique. Voilà. Ce que me donnent mes sensations, c'est une image évanescente, tellement elle est riche du monde, et cette image évanescente, qui se dilue sans cesse, ne me permet pas, définitivement, de renvoyer à quelque chose de réel qui soit, à une idée réelle. Et cette image du monde, c'est aussi l'image que j'ai de moi-même. Donc moi-même, eh bien je ne sais pas, vous-même, vous ne savez pas, nous ne savons pas et nous ne pouvons pas savoir. Voilà. Alors on verra ce que nos chers scénaristes auront comme idée pour demain matin.